Bonjour, nouvelle vidéo pendant le confinement, c'est la cinquième si je ne me trompe pas. Alors cette fois c'est une vidéo un peu plus technique, elle concerne pas trop les personnes qui viennent d'habitude le jeudi, c'est plutôt des personnes du samedi, hein. Mais bon, si vous l'écoutez, il n'y a pas de souci, hein. Alors même pour les personnes du samedi, c'est aussi limité parce que c'est réservé aux personnes qui programment en C#. Il y en a quelques-unes, pas beaucoup, mais il y en a. Cette vidéo me servira aussi au boulot pour qu'ils puissent regarder les nouveautés du C#. Donc la version 8 là, que je vais présenter. Je vais pas présenter tout, parce qu'il y a des choses qui sont pas forcément intéressantes, qui sont des trucs très particuliers, comme la gestion de la mémoire. Quand on utilise un langage managé, c'est pas forcément très intéressant, c'est vraiment des cas particuliers, ou les types référencés, ce genre de choses. Je vais vraiment me concentrer sur les éléments qui sont utiles tout le temps, en fait. Tout le temps. C'est pas vieux le C# 8. C'est arrivé il y a, je sais pas quand exactement, mais c'est arrivé récemment. On voit que l'article ici il date du 7 avril 2020. Attention, c'est la traduction de l'article de base qui est un peu plus ancien. En tout cas, c'est assez récent. Moi, je l'ai utilisé déjà professionnellement, hein, puisque j'avais déjà vu des possibilités du C# 8 et en codant, je me dis ah là c'est dommage, j'ai pas cette fonctionnalité-là. Ah, je vais voir s'il n'est pas sorti le C# 8. Ah, il est sorti, super, on va essayer de le mettre. Donc j'ai essayé, je l'ai mis. Euh, pour ça, il y a plusieurs possibilités. Soit on crée un projet directement récent qui est capable de supporter le C# 8, soit dans l'ancien, on édite le 16 Proj et on ajoute un lang version avec comme propriété, avec comme valeur 8. Puis c'est tout. On peut le faire aussi dans un fichier de propriété au niveau de la solution. Je le montre pas là, vous trouverez facilement sur internet si vous en avez besoin. Donc le C# 8, pourquoi le montrer ici alors qu'il y a déjà un article? Et je vais simplement détailler l'article, parce que tout simplement c'est une traduction automatique. Hein. Il est marqué ici, certaines parties historiques sont traduites automatiquement, et il y a certaines parties qui sont franchement difficiles à comprendre avec la traduction. Et puis bon, c'est toujours mieux d'avoir quelques explications orales. Alors on va y aller. Alors le premier membre read-only, il n'est pas hyper utile. C'est plus pour le compilateur que pour le développeur. Ça permet de marquer une méthode read-only. Une méthode read-only, ça sert à quoi? Ça sert à dire au compilateur, cette méthode-là, elle ne va pas faire de modification sur rien. Pas d'effet de bord en fait, elle va pas toucher aux variables membres, elle va pas toucher aux variables passées aux paramètres, elle va renvoyer directement une valeur calculée, mais elle ne va pas faire de modification. C'est intéressant pour le compilateur parce que tout simplement il va faire de l'optimisation en compilant, en sachant cela. C'est la première chose. Et la deuxième chose, ça permet également de contrôler si on a des choses qu'on veut vraiment qu'elles soient en lecture seule. Et bien en fait, si elles sont marquées en lecture seule et qu'à un endroit on se trompe et qu'on essaye de les affecter, forcément, il y aura une erreur de compilation. Donc ça peut toujours être intéressant. Donc là, il nous faut un petit exemple sur une structure de points avec deux propriétés x, y et une propriété calculée, un double, où ils font la racine carrée de la somme des carrés des côtés adjacents. Voilà, bref, Pythagore, quoi. Euh, Ensuite, d'ailleurs Pythagore sur un XY, je sais pas pourquoi ils font ça. Bon, c'est peu importe. Grosso modo, ils font ce calcul-là. Ensuite, il y a une méthode toString qui est overrided puis object, qui affiche simplement pour xy la distance. Ah oui, from the origin. Voilà, c'est pour ça qu'il calcule Pythagore comme ça. Voilà, il donne la distance depuis l'origine. Le toString. Donc ça, là, il n'y a pas de C# 8, hein, c'est basique. En C# 8, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'on ajoute un read-only sur le toString. Ce qui veut dire que le toString ne modifiera pas ni x, ni y, ni distance, ni rien d'autre. C'est le principe. Ensuite, ça va faire une erreur, ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce que là, x, y et distance, qu'est-ce qui nous dit que eux, ils vont pas être modifiés? C'est pas des variables, c'est des propriétés. Hein. Alors, x et y, c'est simple. C'est un cas particulier, c'est expliqué un peu plus loin dans le document. C'est une propriété, et ils considèrent que quand on utilise une propriété comme ça, on ne va pas effectivement la modifier, il n'y a pas besoin qu'elle soit spécialement read-only. Par contre, la distance, qui est une propriété calculée, il faut venir lui dire qu'elle l'est. Donc voilà, ici, ils mettent read-only sur la distance. Voilà, première propriété, pas extrêmement intéressante, mais bon, ça existe, voilà, c'est quelque chose en plus. Donc voilà, celle-là, ici, cet autre exemple, si on met pas read-only, ici ça plante. Hein. Enfin, si on met read-only, pardon, ça plante.
Hein, si on met pas read only, ça fonctionne. Si on met read only, comme on va affecter x et y, il va dire bah non, 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 moi je veux pas, hors de question. Voilà. Ensuite, les méthodes d'interface par défaut. C'est ça le principal. C'est ce qui est le plus intéressant dans le C# 8. Ça permet de simplifier pas mal d'écriture et c'est pour ça que moi je suis passé en C# 8. J'aime bien écrire des expressions de plus en plus, écrire sous forme d'expression plutôt que qu'un flux de programmation. Et il y a des cas où actuellement on ne peut pas faire autrement. On a déjà des systèmes de for avec link et puis toutes les méthodes d'extension sur link qui permettent d'écrire pas mal d'expressions. On a aussi les méthodes explosées, là en mettant égal supérieur, tous ces trucs-là qui permettent de rendre plus fluide. Également les chaînes avec $ au début qui permettent d'intégrer les valeurs intérieures sans commencer à faire des strings concat ou string format, tout genre de choses. Ici, on va faire la même chose, mais avec des méthodes qui normalement sont des ordres, des instructions du C#. Je ne sais pas exactement quelle est la liste des modèles qui sont permis. Pour le moment, j'en ai eu besoin de qu'une, et c'est justement celle de l'exemple. C'est le switch. Alors, je vous montre. Alors, là, ils partent d'un exemple. Ils prennent une énumération, rainbow, avec les différentes couleurs. Ensuite, alors je vais aller tout de suite à la version .NET classique. Qui fait un switch sur donc c'est une méthode où on passe la couleur et il va renvoyer le RGB correspondant. Et si on fournit pas ce qu'il faut, il va envoyer une exception. Donc c'est fait avec un switch classique. C'est assez simple à lire, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est très verbeux pour faire ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, grosso modo, c'est associer à une valeur de l'énumération une valeur RGB, donc faire un tableau d'association. Et c'est ce que propose ce système. Voilà, ici, donc la même méthode en mode expulsé, en mode explosé là, donc j'ai égal supérieur, ce qui veut dire que j'ai pas besoin de mettre d'accolade ni de mettre de return. Et je prends le paramètre colorband sur lequel je fais un switch. Et donc ça ne fait pas switch colorband, c'est devenu une expression colorband switch. Là j'ai mes accolades et vous voyez, j'ai les différents cases, rainbow.red, rainbow.orange, les différentes valeurs de l'énumération avec égal supérieur. Et qu'est-ce que je renvoie? Je renvoie, pas j'exécute, c'est pas des opérations, puisqu'effectivement, on est dans une expression. Donc on n'exécute pas des choses à l'intérieur, c'est une expression évaluée. À part la dernière, alors la dernière, vous voyez, le tiré bas, c'est pour indiquer, c'est la valeur par défaut, quoi, grosso modo, c'est le nul, c'est la valeur par défaut. Et là, il fait un throw new argument exception, donc effectivement, il exécute une opération, sauf que depuis le C#, alors je crois que c'est le 7 ou le 6, je ne sais plus exactement, throw devient une méthode qui renvoie une valeur. On peut l'utiliser comme dans une affectation, ça fonctionne maintenant. Donc déjà depuis un petit moment. Donc effectivement ici, il fait son throw new argument exception avec son message derrière. Donc c'est pas mal. Ça simplifie beaucoup l'écriture quand on la compare à celle-là. Hein, déjà elle est plus courte et c'est beaucoup plus simple à comprendre. Hein, quand on voit, hein, hop, on voit que c'est vraiment une association de valeurs, hein, grosso modo, comme si j'avais un dessin et que j'avais fait les traits entre chaque valeur, comme on a dans les cahiers de vacances des enfants ou les exercices. Hein. Alors ça va un petit peu plus loin, ils vont montrer d'autres exemples. Celui-ci, là, ils prennent un objet de type adresse en paramètre, donc on imagine qu'il y a plein de valeurs dedans, hein, peut-être une rue, un numéro, différentes choses. Et puis ils prennent un décimal sell price. Et ils veulent faire qu'en fait, en fonction de la location, on va affecter une taxe, en fait, une taxe différente sur une taxe ou je sais pas trop quoi. Bah oui, ça s'appelle compute sell tax d'ailleurs, tout simplement. Hein. Et là, ils auraient pu écrire location.state switch et mettre directement _WA, _MN, _MI. Mais ils l'ont écrit différemment. Ils l'ont écrit que location, ils font le switch dessus, et là ils mettent des accolades pour tester une propriété, une ou plusieurs propriétés. Donc là, ils traitent le state à chaque fois, mais ils auraient très bien pu faire une condition sur le state dans le premier et une condition sur, je sais pas, moi, country ou town dans la deuxième.
Hein, ils auraient pu effectivement avoir des propriétés différentes. Moi, j'ai déjà utilisé comme ça, c'est assez pratique. On peut également mettre plusieurs conditions. Hein. On a le droit de mettre plusieurs, on va tester plusieurs états. Alors c'est avec une virgule, il me semble simplement. Hein, je mettrai state de point WA, virgule town de point Washington, je sais pas, un truc comme ça. Alors c'est une virgule ou un et, je sais plus, mais je crois que c'est une virgule. On va voir s'il y a l'exemple après. Alors modèle de tuple. Ça c'est intéressant, c'est toujours sur le switch. Simplement, regardez ici, on passe une chaîne de caractères, une deuxième chaîne de caractères. Et on veut tester, mais comment je fais mon switch? Je veux tester les deux en même temps. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise le système de tuple qui est apparu en C# 7. Donc je crée un tuple, pas nommé, mais je crée un tuple nommé ici, parce que c'est les propriétés qui sont nommées. Je crée un tuple nommé first et second. Donc simplement, je les mets entre parenthèses, ça crée un objet tuple, et je fais un switch dessus. Et du coup, les valeurs du case, chaque case, c'est également un tuple nommé avec string string, puisque c'était un tuple construit sur le mot string string. Voilà, rock, paper, machin. On pourrait aussi utiliser les propriétés, on pourrait utiliser first et second à l'intérieur. Là, ils l'ont pas fait, ils ont mis directement les tuples. Et vous remarquez aussi, la chose qui intéresse, alors, premièrement, on peut avoir plusieurs combinaisons. Là, vous voyez, pour le first, j'ai 6 ordres 2 fois, et j'ai différentes valeurs pour second. Hein, donc là, c'est papier, feuille, ciseaux. Hein. Un Shifumi, un John Kenpon. Et ici, on a celui par défaut. On peut le mettre directement le blanc celui par défaut, ou alors ici mettre la même expression. Ce qui veut dire que je pourrais très bien dire la valeur par défaut pour first et en spécifier une pour seconde, ou l'inverse, ça marcherait aussi. Alors j'avais pas précisé, bien sûr, la séparation c'est des virgules, hein, c'est pas des instructions, hein, on est toujours dans une expression. Voilà, le modèle positionnel, c'est autre chose, donc on n'est plus sur les switches, c'est un truc un petit peu différent. Quoique si, ça va dans les switches. On a une classe, et ici, où il y a une déconstruction. Alors c'est pas forcément utilisé très souvent, c'est aussi du C# 7 si je me rappelle bien. C'est un peu particulier, je vais le réexpliquer. On a ici deux propriétés, x et y, qui sont d'ailleurs en lecture, il n'y a pas d'écriture dessus. On a un constructeur, int x, y, où on affecte x et y. D'ailleurs, c'est marrant puisqu'il les affecte alors que c'est pas en 7, c'est peut-être que ça va faire un read-only private, ça. Je sais plus, il faudra que je reteste. Bon, bref, comment il les affecte ici? Première chose intéressante, c'est qu'ils construisent un tuple xy, pas les valeurs de xy, les propriétés xy, donc par référence. Et ils fabriquent un tuple avec xy, les minuscules, les paramètres, et ils font le égal. Bah, le .NET, il sait dire ça c'est une classe, je vais affecter tous ses membres, c'est une classe, c'est la même classe, je vais affecter tous les membres. Donc ça fait l'affectation. Et donc la nouveauté, c'est celle-là, la nouveauté du 7, hein, c'est le déconstruct, où c'est le contraire du constructeur, comme son nom l'indique. On a un paramètre x et y, mais regardez, ils sont tous les deux en out. Donc c'est void, hein, ça ne renvoie pas la valeur, mais on va remplir un x et un y. Donc comment on fait? On fait le contraire de la construction. Donc, x et y minuscules vont récupérer x et y majuscules. Ce qui veut dire que quand on appelle le point, on peut à un moment donné faire une variable xy égale déconstruct du point. Ça va se faire. Alors déconstruct s'appelle tout seul, hein. On va le voir ici par du cast. Pour ça, ils ont également considéré une autre donnée, une énumération, un quadrant, qui donne la position d'un cadran. Et ce qu'ils vont faire, c'est que ici, on veut connaître la position du cadran en fonction de x et y. Donc, c'est encore une méthode explosée. On se base sur un point qui est passé en paramètre. Donc un point, c'est ce qu'on a vu au-dessus avec un xy. Et on fait un switch sur le point. Et regardez, ici, on propose 0, 0. C'est-à-dire qu'on utilise un tuple. Et comment il va comparer le 0, 0 à notre point? Et bien en fait, le point va être déconstruit et il va comparer le x et y déconstruit automatiquement. Donc ici, il me compare à 0, 0 et il dit on est sur l'origine. Ici, on a une autre particularité qui est arrivée également au 7, c'est qu'on va, dans l'expression, créer des variables et les affecter en même temps qu'on les utilise. C'est-à-dire qu'on les crée, on les déclare et on les affecte en même temps que l'utilisation. Donc ici, il va prendre xy, c'est-à-dire le tuple, le point, une fois déconstruit, il les affecte dans des variables, dans ce tuple-là, xy. Et il va venir mettre des conditions. Donc ça c'est aussi intéressant, c'est que sur le switch on peut ajouter des conditions
plus compliquées, des expressions plus compliquées que simplement des valeurs. Donc ici, quand x est supérieur à 0 et y est inférieur ou égal à 0, il renvoie le cadran 1. Et ainsi de suite. Il est fait pour tout ça. Et encore une fois, les valeurs par défaut, et renvoie ce qu'on sait. Et puis, genre, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on peut avoir les deux valeurs qui sont par défaut ou l'ensemble qui est par défaut. C'est pas tout à fait la même chose. Enfin, là, en l'occurrence, à mon avis, ça fait exactement la même chose. Ah non, peut-être que si point est nul, par exemple, ça doit fonctionner ici. Voilà, donc ça c'était les, comment ils appellent ça, les points, les modèles positionnels. Bon, je sais pas où ils vont chercher leur nom, mais bon, bref. Voilà, ça c'est pratique. Je l'ai pas encore utilisé celui-là. J'espère l'utiliser bientôt. Alors, la déclaration using, c'est une nouveauté également qui est sympa. Alors, est-ce que j'ai l'exemple de comment on fait d'habitude? Oui, d'habitude on fait ça. C'est le using, vous savez, le using qui permet d'utiliser, non pas le using d'alias qui est en haut du fichier, mais le using qui permet d'avoir un appel de dispose pour les objets qui sont indisposable à la fin du scope. Donc ici on déclare un scope, d'ici à ici, où on va utiliser file, qui est un stream writer sur un fichier sur le disque. Donc c'est une ressource disque, il faut bien qu'une fois qu'on ait fini, elle soit libérée. Ce que fait le dispose de Steam Writer. Donc on n'a pas besoin à la fin d'appeler file.dispose. Ça, c'est la présentation classique. Par contre, ce qui est embêtant avec ça, c'est que c'est assez verbeux. Et souvent, on a besoin d'utiliser plusieurs choses. Par exemple, un stream de lecture et un stream d'écriture. Donc on va avoir un using dans un using. Et souvent, on s'y perd avec ces trucs-là. C'est comme des if dans des if dans des if. C'est compliqué à lire. Donc ce qu'il propose, voilà, ici, c'est de faire le using ici. Et le scope, c'est le scope courant. Le scope courant, il est là. Il est dans ce scope-là, dans le scope de tout ici, en l'occurrence. Donc quand ce scope se terminera, il appellera toutes les variables qui ont été déclarées avec using dans cette portée-là. Voilà, donc ici, il fait son using file, c'est un peu plus clair. Alors, c'est moins évident, parce que si on ne connaît pas, on s'en rend moins compte facilement. On a plus de chances de passer à côté. C'est moins propre dans ce sens-là. Au niveau de la lecture, il y a plus de possibilités d'erreur. Par contre, très clairement, dès qu'on a des using qui sont imbriqués, ça va être très pratique. Est-ce qu'il y a encore quelque chose d'intéressant? Les fonctions locales statiques. Bon, c'est pas très utilisé, hein. Avant, on pouvait définir une fonction locale, je ne sais plus depuis quelle version du C#. Ici, j'ai une fonction M, et dedans, j'ai une fonction locale, hein, local function, qui ne prend pas de paramètres. Elle utilise une variable membre variable locale de la fonction Y, et elle l'affecte à 0, dans cet exemple-là. Et bien, en fait, ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre statique dedans, et dans ce cas-là, bien sûr, on ne peut plus accéder aux membres de la variable locale, hein, mais on peut le faire. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à ce que ce soit plus performant, tout simplement, hein. Comme une méthode normale, une méthode membre d'une classe, on peut la rendre statique dès l'instant où elle ne va pas toucher, que ce soit en lecture ou en écriture, aux membres de la classe. Et pourquoi on le fait? Pour que ce soit appelable sans qu'on ait l'objet, et pour également des raisons de performance, parce que ça ne sert à rien de le déclarer comme méthode de l'objet. Alors les structures ref-jetables, on va oublier, ça on va pas en parler. C'est d'abord parce que c'est hyper mal traduit, on comprend pas grand chose à ce qu'il dit. Et c'est sur les structures que moi j'utilise pas souvent. Ouais, on va le passer. Le type de référence nullable, on va également les passer. Ça c'est un changement de paradigme. Je vais en dire deux mots quand même. C'est que normalement, si vous définissez un entier, par exemple int i, vous pouvez pas le rendre nul, vous pouvez pas faire égal nul, il y a forcément une valeur, et si vous affectez pas, à la compilation, si c'est dans une fonction locale, il va vous dire, il va râler à la compilation, si c'est en tant que variable membre, il va prendre une valeur par défaut, donc 0 dans le cas d'un entier. Mais int égale nul, vous pouvez pas, pour ça il faut mettre int point d'interrogation, i égale nul, et dans ce cas-là, j'irai les asValue, value, et tous ces cas particuliers. Par contre, si vous le faites avec une string, vous avez le droit. String toto, égale nul. Voilà. On a une différence de fonctionnement. Pourquoi? Parce que string c'est une classe, en l'occurrence c'est une classe scellée, et unmutable pour être précis. Mais ça c'est une classe. Alors que int, dans beaucoup de langages comme on va dire comme en C, pardon, c'est un type de base et qui représente en fait une case mémoire, hein, donc enfin une case mémoire d'une différente taille, selon la longueur du int qu'on utilise, mais c'est direct. En C#, le int, il est aussi en classe, mais il est à la fois en classe, à la fois en type de base. Il fait les conversions implicites lui-même.
Mais pour justement bien marquer que c'est des types de base, ils sont effectivement pas nullables. Sinon, il faut, comme je disais tout à l'heure, faut les gérer. Et bien, ce qu'on propose dans le C# 8, mais c'est un mode optionnel, par défaut, c'est pas activé, c'est de dire que tous les types sont des types non nullables. Donc, si j'active cette option et que j'écris string toto égale nul, le compilateur ne l'acceptera pas. Pour pouvoir le faire, il faudra que j'écrive string point d'interrogation toto égale nul. Pourquoi ils veulent faire ça? Ils veulent faire ça pour dire que il y a beaucoup d'erreurs dans le développement qui sont dues au fait qu'une variable est nulle alors que c'était pas prévu. Et que le cas était donc pas géré. Donc ils se disent, eh ben par défaut, elles sont pas nullables. Comme ça, s'il y a du code qui ferait que c'est nul, ça va râler à la compilation. Et ça va éviter des erreurs qu'on normalement on ne détecte qu'à l'exécution et que souvent dans des cas particuliers. Donc c'est intéressant. Ça peut être un bon mode de fonctionnement, mais c'est pas l'habituel. Donc typiquement, comme moi j'écris pas beaucoup de nouveaux programmes et je travaille beaucoup sur des anciens qu'on fait avancer, il est hors de question de tout réécrire. Donc pour le moment, moi je l'utiliserai pas. Si quelqu'un fait l'expérience, il pourra nous faire son retour. Parce que je pense que dans l'idée, c'est plutôt pas mal. Les flux asynchrones. Oula. Ouais, très rapidement. Je vous le mettrai directement sur l'exemple. Ici, il y a IA5 enumerable. Ça permet de faire un yield return, donc un retour alors que c'est pas fini d'exécuter, tout en ayant à l'intérieur des appels asynchrones. On fait un await de task delay. Et donc du coup, je peux noter une fonction avec yield en asynchrone. Et donc à l'appel, je fais un await for each var number in la méthode ici que j'appelle. Ouais, bon, ça c'est dans des utilisations un peu plus particulières. Supprimable asynchrone, ouais, c'est pas très intéressant. L'index et page, ça c'est intéressant, les index et plages. Les index et plages, qu'est-ce que c'est? C'est, alors ça existe dans pas mal de langages, mais ça n'existait pas en C#. Hein. Par exemple, on a un truc dans Python, ça doit exister. Je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, il y a pas mal de langages où ça existe. Plutôt des langages soit mathématiques, soit, je sais plus comment on dit, par contrat là. C'est la possibilité de définir des séquences. Des séquences, souvent dans les langages, ça s'appelait des vecteurs, par exemple. Sauf que c'est pas des vecteurs qu'on va dire, je les parcours tels quels. C'est pas je crée une tranche. C'est vraiment une tranche qui va servir aux index de tableaux. Ça va servir à aller chercher les infos dans les tableaux, hein, ou prendre des morceaux de tableaux. Donc le index, c'est la chose qui va permettre de sélectionner un index en particulier dans un tableau. Tu vas me dire, pourquoi faire? C'est un entier. Non, il y a une petite particularité qui permet notamment de commencer les tableaux par la fin. On va voir ça après. Et le range, c'est effectivement qui permet de construire un morceau, de prendre une partie. Soit d'un index à un autre, soit du début à un index, soit d'un index à la fin, soit tout. Hein. On va le voir. Alors bon, ils expliquent tout ça. On va voir directement. Alors si on voit ici que c'est, on met un accent circonflexe n. N, c'est le nombre de, c'est l'index, mais l'index en partant de la fin. C'est-à-dire que si je mets 0 à n, c'est l'index 0 en partant de la fin. Pas exactement l'index 0 à partant de la fin, c'est la longueur. Hein. Donc c'est le séquence.length. Donc typiquement, si je voulais aller avoir la dernière valeur d'un tableau, je pourrais faire entre crochets, donc séquence, pardon, au lieu de mettre séquence.len -1, je pourrais mettre le accent circonflexe 0 -1. C'est plus court à écrire. Mais on peut même carrément écrire directement accent circonflexe 1, c'est le dernier, accent circonflexe 2, l'avant-dernier, accent circonflexe 3, l'antépénultième, et ainsi de suite, vous avez compris. Hein. Les plages. Alors les plages, elles, voilà, ici il y a un exemple, ça représente la totalité du tableau. On part de l'index 0 et on arrive à l'index 0 partant de la fin. Ah, j'ai pas dit que c'était length et qu'il fallait mettre un -1. Petite particularité, quand c'est un range et non pas un index, la borne d'entrée est incluse, la borne de fin est exclue. Donc on exclut le length. Donc ici, ça va bien aller pour un tableau de taille 3, ça va bien aller de 0 à 2. Alors, on va regarder quelques petits exemples.
Donc ici, on a un tableau, hein, The Quick Brown Fox Jumped Over the Lazy Dog. Donc c'est juste un tableau de string. Hein, et on va faire des manipulations dessus. Donc console.writeLine, the last word is word index 1 en partant de la fin. Donc dog. Autre exemple, cette fois on va prendre un morceau. On va récupérer les mots de 1 à 4. Alors on va remonter, on va voir. Ça commence bien sûr en index 0. Donc 1 c'est quick, 2 c'est brown, 3 c'est fox, 4, ah non pas 4, j'ai dit que la borne de fin est exclue. Donc il va prendre quick brown fox, c'est le nom de la variable. Voilà. Ici on en a un autre où on fait dans l'ordre inverse. C'est-à-dire que je vais prendre de la fin pardon, je prends de l'avant-dernier jusqu'au dernier. 1 c'est le dernier, 2 c'est l'avant-dernier, et là on met pas 1 mais bien 0 puisqu'on exclut la borne et on a bien les deux derniers, dans l'ordre, hein, donc on aura lazy dog. Alors d'autres exemples, hein, point, ça prend tout. Alors pour vous dire à quoi ça sert point, puisque tout prendre autant d'utiliser le truc tel quel, vous allez voir, après en fait c'est juste en dessous qu'on peut déclarer des variables, hein, de range phrase et l'utiliser. Par exemple ici words de phrase. Donc c'est intéressant d'avoir une variable et si je veux lui dire je veux l'affecter pour qu'il prenne tout, je vais lui affecter point. Et après, quand je l'utiliserai, ça prendra point. Mais au moment où je dis, je ne sais pas ce qu'il vaut. C'est une variable. Voilà. Donc c'est intéressant. Donc le point, je disais qu'il contient tout. Ici, point 4, donc ça va partir de l'index 0 jusqu'à l'index 3. Ici, 6 à point, ça va prendre de l'index 6 jusqu'à la fin. Voilà. Ça, c'est bien pratique. Je ne l'ai pas encore utilisé parce que je l'avais oublié. Et en fait, c'est en préparant la vidéo que je l'ai revu. Donc, je vais l'utiliser. Ça me semble bien. Assignation de fusion nulle. Ça, c'est intéressant aussi. Finalement, il y a quand même pas mal de trucs intéressants. J'avais dit que j'en passerais, mais j'en ai pas passé beaucoup. Alors, c'est simple. On va affecter à gauche l'expression de droite seulement si l'expression de gauche était nulle. Ça sert, grosso modo, à éviter les... par exemple, j'ai une liste. If ma liste est nulle, alors new ma liste. New list. C'est-à-dire, elle va créer la valeur par défaut. Vous voyez ici, on a une liste de nombres entiers, et on a un entier qui est en point d'interrogation. Passage, hein, il est nullable, important. Donc, number, qu'est-ce qu'il vaut ici? Il vaut nul, pour le moment. Et normalement, on n'aurait pas les points d'interrogation, on aurait égal new list. On l'instancie. Là, il y a les points d'interrogation, ça veut dire qu'il le fera que si number n'a pas déjà été initialisé, s'il est nul. Bon, ça c'est juste un raccourci pratique qui permet d'éviter de faire des if si on a plusieurs points d'entrée, hein, dans une classe. Ça peut être pratique, mais bon, il s'agit juste un if. Celui d'en dessous est plus intéressant. Numbers.add i point d'interrogation égale 17. Alors, oublions les points d'interrogation. Qu'est-ce que ça fait i égale 17? I égale 17, ça affecterait 17 à i, et l'opérateur égal, je vous rappelle qu'il retourne lui-même la valeur, et donc le 17 serait passé à number add, et on ajouterait 17 à numbers. Ici, il va le faire, mais uniquement si le i est nul. Et là, pour le moment, i est nul. On le voit, on a un i qui est nul. Donc i est-il nul? Oui. Je vais affecter 17 au i, et je vais l'ajouter en number. Et la ligne d'en dessous, qui est la même, elle ne va pas fonctionner pareil, puisque si j'avais pas les points d'interrogation, ça m'affecterait 20 à i et ça ajouterait 20. Sauf que là, i n'est pas nul. Donc il ne m'exécutera pas le point d'interrogation égale 20 et il rajoutera de nouveau 17. Donc si j'affiche les nombres, la sortie sera 17, 17. Et si j'affiche i, il vaut 17. Ça évite de devoir mettre du code avec un if et un commentaire qui dit que c'est en train de faire l'initialisation. C'est naturel, voilà. L'initialisation, c'est pas la partie principale de ce qu'on est en train d'écrire. On va se concentrer sur l'algorithme. L'initialisation, elle se fait toute seule, elle devient implicite. C'est presque implicite. Disons plus discrète, voilà, plus discrète. Les types construits non managés, comme je disais tout à l'heure, on ne va pas s'occuper du non managé. C'est vraiment l'utilisation particulière du C#. Stock alloc, c'est pareil, c'est quand on gère soi-même la mémoire, on ne va pas en parler.
Et puis le dernier, l'amélioration des chaînes textuelles interpolées, c'est tout simple, c'est quand on écrivait dollar arrobase, donc une chaîne de caractères. Je vous rappelle, le dollar c'est pour mettre des valeurs avec des accolades à l'intérieur qui sont évaluées, et l'arrobase c'est pour ne pas prendre en compte les caractères d'échappement. On était obligé de faire ça, bah, maintenant on peut les inverser, voilà, c'est tout. Ils ont fait qu'on pouvait changer l'ordre, c'est la seule chose. Voilà, alors bah, ça dure déjà une demi-heure hein, cette vidéo. Je pense qu'elle était assez complète et ça vous permet de comprendre un petit peu ce qu'il y a de nouveau dans le C Sharp 8. Et bien voilà, et ben bon week-end et à la prochaine vidéo.